passe à la gestion conventionnelle? Ah oui, peut-être un truc pour vous faire tenir. Il y aura un apéro à la fin. Sans alcool, et ce sera de l'apéro. Donc sur la gestion conventionnelle, même si c'est vu comme un outil réglementaire, Natura 2000 n'est pas un outil réglementaire de protection de la nature. Ça découle de 2 directives européennes. Alors c'est un outil qui est très intéressant. Il y a ses limites, mais voilà. On a la directive oiseaux de 1979 qui dit aux États membres de l'Europe, vous avez ces espèces-là à protéger, typiquement l'outarde canne-petière, qui est une espèce prioritaire de la directive, et il faut protéger des zones où il y a l'outarde. En 80, et il donnait les listes d'espèces que les États membres s'engageaient à protéger au niveau réglementaire aussi, pour celles qui n'avaient pas fait les textes de loi de 76. Même si la France, malgré l'image qu'on veut bien se donner, on est quand même très souvent en retard, au niveau protection de la nature notamment, mais pas que, je pense. Et pour protéger les habitats, la faune, la flore hors oiseaux, c'est une directive Habitat qui date de 92, qui crée les zones spéciales de conservation. Donc voilà, on a 2 zones Natura 2000, les zones spéciales de conservation pour les oiseaux, et les zones spéciales de conservation, les zones de protection spéciale pour les oiseaux, pardon, et les zones spéciales de conservation pour tout le reste de la biodiversité. Donc ça s'applique sur les sites où il y a des présences de populations fortes d'espèces et d'habitats inscrits aux directives. Typiquement, si je prends les amphibiens, par exemple, en Deux-Sèvres, on a que 2 espèces, on a une quinzaine d'espèces, et on a que 2 espèces qui sont prioritaires, pouvant justifier la création de sites Natura 2000. C'est le triton crêté et le sonneur à ventre jaune. Sur la vingtaine d'espèces de chauves-souris, on en a 7 ou 8. En ornitho, je ne saurais pas dire, tous les busards sont en annexe 1. L'outarde, je te regarde, je ne sais pas si tu as les infos en tête, non? Christophe aussi, tu peux regarder, tu fais aussi un peu. Les ornithos, les espèces, les pygriaches écorcheurs en bocage. Voilà, donc ce qui fait que ça a créé 4 ZPS, donc les zones de protection spéciale, essentiellement pour les zones de plaine. Donc 4 en plaine, le Mélois, plaine du Mélois, la Motte Saint-Héret, la plaine de Waron-Tenzet sur le Toircet, et la plaine de Niort nord-ouest et Niort sud-est. Donc ça fait quand même une couverture géographique, vous voyez sur la carte, qui est quand même assez conséquente. La mise en œuvre de cette politique, elle est dévolue au conseil départemental des Deux-Sèvres. À chaque fois, c'est des sites de quasiment 15-20 000 hectares. Hein. Donc c'est quand même des grosses entités en zone de plaine, donc des zones à forte pression anthropique. Et on a une ZPS qui est aussi une ZSC, donc une zone pour les autres espèces, c'est le Marais Poitevin. Il y a les deux zonages peuvent se cumuler sur un même secteur. C'est très rare, mais ça arrive. Donc les zones spéciales de conservation, on a 4 vallées. Boutonne, Autise, ça m'en fait 5. Boutonne, Autise, Argenton, Magnerolles, Magot, portées par les syndicats de rivière. Alors il faut savoir que quand je suis arrivé en 2001, c'était que des bureaux d'études. Aucun syndicat de rivière ne voulait se mouiller dessus. Parce qu'il y avait cette image qui faisait peur, d'outils très lourds. Ça ne faisait pas consensus. Donc les syndicats de rivière n'osaient pas s'engager. Maintenant, ils s'engagent quand même majoritairement. Donc, Autise, Magnerolles, Magot ont été classés pour la conservation de l'écrevisse à pattes blanches. Typiquement, c'est un des crustacés prioritaires au niveau européen qui est dans la liste de la directive Habitat. Donc c'est une... J'allais dire une crevette. Une écrevisse, je commençais à dire des bêtises. Une écrevisse autochtone qui vit sur les têtes de bassin versants, donc les débuts de rivière, dans les zones de source, ombragées, où il n'y a pas de colmatage de cours d'eau, donc on a encore des cailloux sans vase entre les deux. C'est un habitat dont elle a besoin pour se cacher sur les cailloux. Et permanent, et avec une eau de bonne qualité, et sans écrevisses exotiques envahissantes. Ça commence à faire beaucoup de critères, vous voyez arriver le constat. On l'a perdu malheureusement de la majorité des populations. On avait 2 des principales populations régionales qu'on n'a plus, donc le Magot et le Magnerolles. Et on a quasiment que des petites populations relictuelles. Après, en faisant des inventaires en Vendée et en Vienne récemment, ils ont trouvé, alors je ne sais plus sur quel département, une population de 3000 écrevisses à pattes blanches. Donc on a encore, heureusement la nature nous surprend encore, on n'a pas encore tout trouvé. Voilà. On a une zone humide, donc le Marais Poitevin, qui est très conséquente, qui est gérée par le Parc naturel régional. Et une petite nouveauté des années 2000, c'est l'établissement public du Marais Poitevin. Une pelouse sèche, qui est aussi une zone humide, c'est les Chaumes d'Avon. La moitié de ce site, c'est le terrain de manœuvre de l'ENSOA de Saint-Mexan. Donc les militaires de l'ENSOA ont besoin d'un terrain de manœuvre pour se diriger, faire les apprentissages, etc. Et il se trouve que c'est 800 hectares de pelouse sèche à orchidées dans un état incroyable. On n'arrête pas de trouver de nouvelles espèces.
et en plus sur lequel ils ont besoin de ces milieux de prairies qui sont entretenus par des vaches. Ils gardent les haies, il n'y a pas d'amendement, il n'y a pas de traitement chimique, c'est presque le principal hotspot biodiversité du département. Et ils ne peuvent y accéder que ceux qui ont l'autorisation. On a même eu droit à des badges cette année, parce qu'on faisait des inventaires là-bas, avec les noms et le badge militaire qui va bien. Même si on est tous trop jeunes pour avoir fait l'armée, on a eu droit à notre badge militaire, à notre grade. Une espèce emblématique des chaumes d'Avon, c'est le sonneur à ventre jaune. Donc le plus joli crapaud qui existe en Deux-Sèvres. Un petit truc gros comme ça, qui fait pou, pou, et qui a une petite pupille en forme de cœur. Je vous l'ai bien vendu, vous êtes tous amoureux, amoureuses, c'est bon? J'ai entendu ça autrefois. Ouais. Ce genre de crapaud, là, j'ai entendu. Ouais. Et la première preuve qu'on a de ça. Il y en avait, enfin moi j'ai entendu, Ah ouais j'ai entendu chez mes parents. Autrefois, le bruit là, le pou. D'accord. Comme ça, ouais. En zone humide. Ben, si, le lieu, ça méritera que tu jettes un coup d'œil. L'autre, comme son nom l'indique, un ventre jaune, quand on le retourne, il a un ventre tout jaune marbré de noir. Ça constitue même une carte d'identité. Chacun a sa marque de fabrique, enfin sa trace. Du coup, on les prend en photo et on fait un suivi dans le temps pour évaluer la population. Du coup, je veux quand même pas, je sortirai quand même des anecdotes. Tu peux dire qu'on vient de publier une vidéo sur notre chaîne YouTube Oui, sur le sonneur à ventre jaune. Sur les suivis, donc grâce à Christophe, on a fait un reportage sur, enfin Christophe a fait un reportage sur ce qu'est le sonneur et quel est le suivi qu'on réalise dessus. C'est dommage, on n'a plus l'adjudant-chef en charge du site historique, l'adjudant-chef Dousseau, qui est mémorable chez nous, qui se faisait un plaisir de me dire, à chaque début d'année, vous savez, monsieur Cottrell, le vrai écolo entre nous deux, c'est moi, parce que moi, quand je viens voir les sonneurs, ils viennent me voir, parce que moi, je leur mets de l'eau. Quand vous venez, vous les embêtez, vous les manipez, vous les prenez en photo, alors vous savez, moi, ils viennent me voir, vous, ils vous fuient. Bon, ok. Il faut savoir qu'ils nous appelaient tous les ans en début d'année, au mois de mars-avril, c'est « Monsieur Cottrell, on a une pelleteuse sous la main, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une nouvelle ornière ?» De même, c'est eux qui remplissaient les ornières pour que les têtards puissent finir leur cycle de vie. Parce que du coup, on est sur des sites d'élevage. Donc il y avait, au début, ils ont demandé à l'agriculteur de remplir les ornières, mais remplir des ornières pour des crapauds, c'est pas trop dans la logique. Surtout sur un site comme celui-ci, qui est très séchant. Et du coup, après, ils ont refait leur système de récupération des eaux pluviales, ils ont une fosse, enfin une cuve. Et du coup, ça leur sert à remplir les ornières à sonneur. Et ils l'ont fait de leur propre initiative, c'est ça qui est génial. Alors qu'à la base, le sonneur, il se contentait du parking du terrain militaire où les véhicules n'arrêtaient pas de s'embourber. Une forêt, Chisolnay, 18 000 hectares, entre Deux-Sèvres et Vienne. C'est vraiment l'entrée de la Sylve d'Argenson, donc la grande forêt qui coupe le Poitou-Charentes en deux, avec la forêt de la Braconne en Charente. Et deux sites à chauve-souris, donc les mines de Loubeau, on revient là-dessus, et le château d'eau de Saint-Ouen. Donc Loubeau, c'est 30 hectares, Saint-Ouen, c'est 300 mètres carrés. Donc on n'a pas fait des très grands sites, on n'a pas... Voilà, il y a eu un raté sur Saint-Ouen, qui n'est pas de notre fait. Sur Loubeau, initialement, le site était de 6 hectares, il est passé à 30 hectares. Il faut savoir que Loubeau est un site pilote au niveau national, puisque ça a été le premier contrat Natura 2000 de France qui a été signé, suite au partenariat qu'on a mis en place avec le CREN, donc le Conservatoire d'Espaces Naturels, je vous en parle après. Mais le premier contrat Natura 2000 de France a été fait à Loubeau, avec un syndicat d'épuration d'eau. C'est quand même pas mal. Donc Natura 2000, concrètement, les outils de cadrage, on a un plan de gestion, ce qu'on appelle un document d'objectifs, qui recense les enjeux socio-économiques. Donc concrètement, on est en France, on l'a dit tout à l'heure, on n'a que des espaces semi-naturels où il y a des activités économiques. Donc il faut les recenser, il faut les prendre en compte dans le volet gestion. Typiquement, c'est le contre-exemple d'une mise sous cloche. On réalise un plan d'action en fonction des espèces et des enjeux de conservation. Et ensuite, on met en place des suivis biologiques pour mesurer les effets. Ce qui est important par rapport à un nombre d'outils que j'ai présentés jusque-là, il y a deux outils financiers. Les mesures agro-environnementales, donc des aides pour les agriculteurs. Typiquement, il faut faucher la prairie plus tard. C'est moins intéressant agronomiquement parlant. Donc il y a une compensation. On incite à ce que des cultures qui sont en fond de vallée soient revenues en prairie. Du coup, il y a des aides pour convertir ces prairies-là, pour replanter des haies, les gérer, préserver les mares. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? On en a un paquet d'autres. Pour les outardes, sans mesure agro-environnementale, sans Natura 2000, je ne sais pas s'il y a quelques gothiens. Je pense qu'a priori, on n'aurait plus d'outardes canepetières en Deux-Sèvres si on n'avait pas eu CMAE, parce que c'est un outil qui permet de promouvoir l'installation de luzernes chez les agriculteurs en plaine. Et ces luzernes, c'est presque
des prairies qu'on implante en zone de plaine sur lequel l'outarde va pouvoir faire son cycle de reproduction avant de passer dans la broyeuse. Parce que si elle essaie de se reproduire dans un champ de blé, elle n'arrivera jamais à terme. Même le busard n'y arrive pas, c'est pas l'outarde qui arriverait. Et pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, il y a l'outil Contrat Natura 2000 pour tout particulier, collectivité, forestier. Le territoire le plus dynamique en Contrat Natura 2000, c'est la vallée de l'Argenton, avec anciennement la communauté de communes et maintenant l'agglo de B. Ils ont 10 Contrats Natura 2000 pour 700 hectares, quand à l'échelle du Marais Poitevin qui fait 70 000 hectares, on en a peut-être autant. Ça vous donne un ordre d'idée. Pour ceux qui connaissent Argenton-les-Vallées, Argentonnais, Argenton-Château, on va donner les 3 noms, comme ça au moins tout le monde s'y retrouve. Et mince, le plan d'eau d'Autibus. Il y a un coteau en rive gauche, donc à l'est, qui était en voie de fermeture des Lacs des Landes, parce qu'il n'y avait plus de pâturage. Et du coup, il y a eu un contrat Natura 2000 obtenu par l'agglomération pour le débroussailler tous les 2 à 3 ans, pour conserver le milieu ouvert et que la flore et les habitats spécifiques qui vont avec soient conservés. Sans ça, ils n'avaient pas d'outils financiers pour le mettre en place. Niort, pour le Marais de Galuchet, a obtenu un financement de contrat Natura 2000 pour mettre en place des actions. C'est notamment grâce à ça qu'ils ont acheté une petite faucheuse botteleuse qui fait le plaisir du service espace naturel de Niort, parce qu'ils ont leur petit tracteur agricole à eux avec une petite botteleuse qui leur permet de... Parce qu'en fait, globalement, un concept en termes de gestion de milieu naturel, nous on fait l'inverse des agriculteurs. Plus un sol il est pauvre, plus il est riche en biodiversité. Donc, quand on gère une prairie, l'idée, c'est déjà pas d'amendement, on n'apporte rien dessus en termes d'azote. Et quand on fauche, il faut laisser les cycles de végétation se faire. On ne fauche qu'en septembre-octobre, et quand on le fauche, il faut emmener le produit de broyage. Parce que si on le laisse sur place, ça fait de l'apport de matière organique, de l'azote. Et plus un sol il est riche, plus il va être pauvre en termes d'espèces floristiques, donc de faune. Et donc, du coup, partant de ce concept-là, sachant que le marais de Galuchet, avant de servir un tracteur, un agriculteur, dans ce petit bout de marais enclavé, avec des toutes petites parcelles, c'est juste techniquement pas possible. Donc ils ont eu des financements pour acheter ce matériel. Et quand ce produit, ces petites bottes de paille, on est entre du foin et de la paille, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, du coup c'est mis à disposition du centre équestre municipal, donc on est en circuit court, pour, alors je ne sais pas s'il le file en foin ou en litière, il faudrait vérifier. En foin? Tu es au centre équestre du coup? Oui, puis les deux types de lait que bénéficie aussi. D'accord. Elle mange du marais de Galuchet. Ouais, l'avantage des chevaux, c'est qu'ils ont le palais pas trop exigeant, donc on peut leur filer des trucs comme ça. Je suis pas sûr que ce soit très nutritif, mais bon. Donc, on a un outil opérationnel, un plan d'action, une gouvernance partagée. Donc il y a des obligations de rendu aussi publiques, des leviers opérationnels et financiers. Ça permet des grosses opérations comme la restauration de Saint-Ouen. Concrètement, le château d'eau, donc il est classé en arrêté de biotope. Donc, le site ne doit pas être détruit. À une époque, il était envisagé de le détruire parce que c'est un château d'eau qui présente un faible volume. C'est un château d'eau qui date de 1910 ou 6, je ne sais plus, qui était utilisé par la caserne de Duguesclin à l'époque où il y avait le régiment de cavalerie. Donc le président du syndicat d'eau de l'époque s'inquiétait de la disparition. Il a vu qu'il y avait des chauves-souris, il s'est dit ça c'est un coup à appeler Nicolas. Je suis rentré dans le site, j'ai marché sur un gros tas de crottes de chauves-souris, j'étais heureux comme tout. Il s'est demandé si j'allais bien. Et il se trouve que la colonie elle est utilisée depuis quasiment un siècle. Tous les habitants de la commune ont toujours connu des chauves-souris. Et il y a un tas de grottes de plus de 50 cm sur 6 mètres de diamètre. Enfin sur le chemin de ronde. Et du coup, quand on a voulu restaurer le site, parce que la mauvaise idée d'un point de vue architecture, c'est de mettre du ciment un peu partout. Non, c'est un ciment, c'est un enduit. Oui, un ciment sur du moellon calcaire. Mais forcément, au moment où ça gonfle, ça s'infiltre. Ça fait tomber les petits bouts d'enduit. On a voulu tout enlever pour remettre à plat. Malheureusement, les ouvriers ont commencé par le bas, donc le mur a fait comme ça. Heureusement, ils n'ont été blessés que légèrement. Et on a eu pendant 3 ans un site ouvert au grand vent. Et si le site n'avait pas été en Natura 2000, l'État n'aurait pas trouvé les 200 à 300 000 € nécessaires pour restaurer le site. S'ils ont mis ce budget-là, c'est aussi par peur d'un contentieux européen. Un site Natura 2000 qui disparaît, ça peut être un sujet de contentieux européen, et l'État déteste ça. L'avantage, c'est qu'on a pu le restaurer grâce à cet outil-là. Petit complément sur Saint-Ouen? Non? Ça va.
le chantier. Il a fallu remettre à plat les murs. Il a fallu... en plus, on était dans un périmètre de site classé d'église. Donc on a acheté des bâtiments de France, donc ça devient aussi des petites contraintes en plus. Donc remettre à plat le mur, remonter le mur de moellon calcaire. Et oui, il fallait ça en budget. Ouais. Et refaire une toiture. Ouais. Entre 200 et 300 000, j'ai pas le chiffre exact. Et au passage, d'ailleurs, quand il y a eu le projet de chantier, ils ont découvert que c'était l'un des premiers bétons armés de la région. Et ils se demandaient même comment ils faisaient pour tenir ce volume d'eau. Donc comme quoi ils se débrouillaient pas trop mal. Donc des sites très dynamiques, l'Argenton, c'est un levier financier et technique indispensable pour compléter par exemple un parc naturel régional. Clairement, le parc naturel régional du Marais Poitevin ferait peu d'actions biodiversité s'il n'était pas aussi en Natura 2000. Les inconvénients, ça a été fait à la hache, hein, les cartographies faites dans les années 90, c'était un stabilo sur une carte IGN. Donc après, quand il faut le traduire à l'échelle parcellaire, à l'échelle cadastrale, c'est un peu limité. Et puis pas de notion à l'époque de continuité écologique et de fonctionnalité de milieu. Typiquement, pour protéger les vallées à écrevisses, il y avait que 5 mètres de part et d'autre, alors qu'il faudrait au moins la parcelle, voire même le petit bassin versant. Il y a une importante levier de bouclier côté chasse et FNSEA, ce qui fait qu'on a perdu un site Natura 2000 qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, qui a disparu du réseau. C'est les étangs de l'Argenton. Après, à l'époque, tel que c'était promu, j'en ai pas fait partie. C'était déjà fini quand je suis arrivé, cette histoire. Mais, c'était l'opposition des propriétaires. Hein. Oui. Et des propriétaires, mais du coup, derrière, il y avait la pratique chasse et piscicole. Ouais. Faible moyen financier de l'État de plus en plus, qui est contraignant. Pas de possibilité de révision de périmètre ou de nouveaux sites. J'avais essayé en 2005 de proposer 4-5 nouveaux sites, ils ne sont pas passés. L'État, à son quota européen, ne va surtout pas dépasser du quota européen. C'est un max. L'État européen a dit que c'était un minimum, l'État français l'a pris comme un maximum. Oui, oui. Mais on ne peut plus maintenant faire du Natura 2000. Non. Techniquement, ça serait possible, mais l'État ne veut pas, c'est ça? Oui. C'est un problème de volonté politique et de moyens. Concrètement, il y a un site sur lequel on a beaucoup bossé avec la direction, dans l'ancienne DDE, c'est la vallée de la Boutonne, puisqu'on avait des cultures qui étaient dans le périmètre et on avait des belles zones humides qui n'étaient pas dedans. Donc on a joué à Tetris, on a pris des parcelles en endroit, on les a remis à d'autres. Pour rester sur le périmètre, garder la même surface, parce que après c'est une espèce de démarche administrative européenne, mais surtout nationale qui est assez longue. Pour que ça fonctionne, la vallée de l'Autis voudrait protéger ses bassins versants pour sauver les crevisses à pattes blanches, mais là ils sont engagés sur des démarches administratives sur 10 ans. Et au niveau européen, ça n'évolue pas. Natura 2000, il n'y a pas une évolution qui devait se faire. Vous avez entendu parler de ça? Moi, je pensais que Natura 2000, mais c'est peut-être une légende urbaine. Chez nous, en France, on a pris la version Natura 2000 soft. Oui. Mais par exemple, en Pologne, on a une version Natura 2000 beaucoup plus... mise sous cloche. Voilà. Ouais, mise sous cloche réglementaire. Ah ouais. Ouais, clairement, c'est un choix français de faire du contractuel. Ouais. C'est Oui, pas un mais mythe urbain, moi, ce que je une voulais légende savoir, urbaine. si c'est la réglementation du niveau européen, là-dessus, sur le Natura 2000, c'est qu'elle évolue. Qu'elle devient plus contraignante, plus... Du coup, la législation européenne permet de le faire. Après, c'est un choix d'État. Là, maintenant, l'acceptation de Natura 2000 fait plus un pli, voire même une majorité des agriculteurs le défendent, puisque selon le dispositif de mesures agro-environnementales d'aide agricole, s'il n'y a pas de zonage Natura 2000, on n'a pas de ME. Donc c'est un plus, et heureusement, parce que c'est aussi des zones qui ont une forte valeur biologique, donc généralement un faible rendement économique. De mémoire, dans le Marais Poitevin, parce que je faisais des opérations agricoles à une époque, les éleveurs de la Venise verte évoquaient le fait que les MEE représentaient 60% de leurs revenus. Donc, de l'excédent brut d'exploitation, hein, donc c'est pas de leur chiffre d'affaires, mais c'est de leur revenu net, parce que ils ont très peu de rendement et qu'ils sont sous des contraintes environnementales fortes. Et réviser un texte de loi en partant d'une bonne intention, c'est intéressant, mais d'autres vont profiter de l'occasion pour potentiellement s'aborder, enlever quelques virgules qui vont bien, ou des morceaux de texte. Donc on ne sait pas ce que peut donner une révision de texte. Ou défausser des cours d'eau. Par exemple, comme la loi sur l'eau. Ouais. Tac, tac. Alors,
ce qui commence à être compliqué, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de moyens financiers d'État, les collectivités commencent à se méfient déjà pas mal des moyens d'État qui descendent, mais encore plus ici. Donc par exemple, on a un site qui est orphelin d'opérateurs Natura 2000 en Deux-Sèvres, c'est la vallée du Magot. Personne n'en veut. Et pas d'objectif de résultat. On repose à 100% sur le volontariat. Globalement, Natura 2000 a permis de stabiliser les milieux, très peu de les restaurer. Au moins, on les a stabilisés, c'est déjà ça, parce qu'on était quand même dans une dynamique forte de régression des milieux et des espèces. Mais on n'a que peu restauré grâce à cet outil. Parcs naturels régionaux, on a un qui est l'un des plus célèbres de France, si ce n'est le plus célèbre de France, le Marais Poitevin. J'ai manqué un bout de texte sur... donc les parcs naturels régionaux sont venus comme un complément et même une alternative aux parcs nationaux qui étaient vus comme une mise sous cloche trop forte qui faisait beaucoup grincer des dents au niveau du jeu d'acteurs. On en a 53 actuellement en France pour 15% du territoire. Vous voyez, c'est quand même des belles patates et une belle couverture territoriale. Le critère... Plus celui qui vient de se créer, là. Ah, il n'est pas encore créé. Non, Tu vas un peu vite, Simone. Ils ont bien balisé le terrain, ils ont pas mal de feux verts. Donc ils sont plutôt contents, je pense. Mais j'en parle juste après, ouais. C'est intéressant. La logique d'un PNR, c'est un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l'équilibre est fragile. Donc là, on voit le côté milieu et activité humaine qui est à prendre en compte et qui fait la richesse de ce terroir. On pourrait presque parler de terroir culturel et naturel. Pour faire un PNR, il faut un patrimoine à justifier, il faut un projet pour le territoire. Donc globalement, si on veut juste faire un PNR pour mettre un beau logo sur un pot de pâté, ça ne suffit pas pour les autorités administratives. Et il faut des moyens, il faut se doter de moyens pour aller vers ce projet qui préserve le patrimoine. Je ne développe pas sur l'émission, voilà, c'est un peu ce que j'évoquais. Donc en gros, tout repose sur l'ambition territoriale inscrite dans la charte, sachant qu'un site est classé pour 12 ans. Au bout de 12 ans, le label peut sauter. Et c'était la Brière. comment? Le premier en France, c'était la Brière. Mais tu vois, j'ai pas regardé en plus. Ouais, je sais plus. La Brière, Ouais. c'est le premier en D'accord. culture. Et d'ailleurs, les réserves naturelles, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la genèse de tout ça, c'est la LPO qui a acheté les 7 îles en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, pour le soustraire à la chasse aux macareux. Ils ont acheté les îles et ils ont créé une réserve naturelle. Alors à l'époque, ça n'existait pas réglementairement, mais ils ont procédé à une acquisition foncière, ils ont mis une réglementation très forte en place sur le site. Ça a créé un précédent qui a justifié la création de l'outil réserve naturelle. Donc les associations ont souvent ce rôle-là. On n'a pas un rôle enfin, les associations de protection de la nature du réseau FNE, on n'a pas forcément un rôle de faiseur, on a un rôle de déclencheur, d'accompagnateur, rôle d'alerte, mais on ne peut pas remplacer une collectivité ou une administration, quoi. Et donc, on a le plus célèbre PNR de France, puisqu'on a le seul qui a été déclassé au niveau national. C'est pas mal sur un CV. Donc le Marais Poitevin a été déclassé en 1996, pour une raison d'échec sur les zones humides, puisqu'en 1996, ils ont fait le constat qu'on avait perdu, depuis le classement du site, 100 000 hectares de prairies humides. Ça fait tâche. Le Marais Poitevin a été reclassé en PNR en 2014, je ne ferai pas plus de commentaires, en justifiant qu'ils avaient restauré 10 000 hectares de prairies naturelles, pour partie sur des boisements humides ou des friches, qu'on appelle, nous, des habitats d'intérêt communautaire. Il y a eu très peu de RTA. Encore une fois, le PNR du Marais Poitevin a bénéficié de Natura 2000, qui lui a permis de mettre en place des mesures agricoles, qui lui a permis de stabiliser les surfaces en prairies. S'il ne l'avait pas fait, on aurait encore perdu plus de prairies, mais on a quand même perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour la deuxième plus grande zone humide de France, on a du mal à conserver un label PNR. Faut savoir qu'avant 2014, il y a eu une consultation publique pour le retour du PNR Marais Poitevin. Deux-Sèvres Nature Environnement en 2000, alors si je ne dis pas de bêtises, 2011, on a dû manifester pour le retour du label PNR. En 2012, on a manifesté contre. Ça peut paraître, mais parce du coup, en suivant le dossier,
Ce qui fait un projet de parc naturel régional, c'est une charte. Une charte où on se dit, on veut préserver le territoire, on se donne des moyens, et c'est signé par toutes les communes du parc. Sauf que le premier projet initial qu'on soutenait n'a pas fait l'adhésion de toutes les communes, en particulier sur un département des Pays de Loire. Oui. Mais lequel? Mais lequel? Où en plus le président du département de l'époque avait fortement incité les communes à ne pas adhérer au projet de parc, puisque la charte était trop ambitieuse pour l'environnement. Donc le parc, pour exister, a vidé la charte d'une partie de son contenu. Forcément, on n'a pas trop aimé, parce qu'on voulait un projet de territoire pour sauver le Marais Poitevin. Ce qui a fait que toutes les communes ont adhéré, mais le document fondateur du nouveau parc naturel régional est une charte je ne vais pas dire vide, mais relativement vide, qui a été vidée d'une partie de son contenu. Mais je peux rebondir là-dessus. Ouais. Quand tu me dis ça, ça me parle beaucoup quand je vais aux réunions publiques pour le PNR de Gâtine. Ça me gêne profondément, c'est-à-dire que quand il est présenté, il est uniquement présenté dans un aspect, soit on sauve une entité, une collectivité territoriale qui est le syndicat, qui est le Pays de Gâtine, ou deuxièmement, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs la première réunion de Gaillard, ça a été de dire aux agriculteurs, messieurs, vous ne risquez rien. Ah oui, pardon, c'est bon. Non mais tu as raison de le dire. Et ça me gêne. Et je me dis que ce PNR, c'est pas que je veux lui couper la tête déjà, mais j'y crois pas. C'est comme dans le pays. Il y a un PNR que je connais bien qui est l'Avenois, où c'est un peu la même idée, c'est le bocage, Avenois, etc. Quand on voit, c'est la deuxième reconduction de l'Avenois, et quand on voit ce qui est pratiqué, c'est les communautés de communes qui ont essayé de mettre en place des mesures très restrictives sur le non-arrachage d'air, parce que le PNR de l'Avenois n'y arrivait pas. Et pourtant, il avait cette histoire. Donc le PNR de Gâtine, j'attends quand même de voir. Mais du coup, concrètement, ouais, non mais tu as raison. Hein. Un parc naturel régional n'est pas un outil réglementaire, donc concrètement, on peut avoir un PNR en Gâtine-Poitevin et des haies qui continuent à être saccagées et des communes qui continuent à faire des étalements urbains avec des parcelles constructibles de 1500 m². Ça ne posera pas de problème à l'outil qu'est un PNR. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une charte, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un catalogue d'outils. Le gros inconvénient du parc de Gâtine-Poitevin, donc vous voyez la Gâtine-Poitevin, on est quand même sur un des secteurs de bocage très dense, en dehors de la Manche, qui est le site majeur en bocage de France. Ils devront se doter d'un panel d'outils et d'une équipe technique costaud, puisque contrairement au Marais Poitevin, ils n'ont pas de Natura 2000 pour disposer de moyens financiers. Donc ça va être c'est un vrai défi. Non, mais c'est peut-être pas assez, Natura 2000. Oui, ils ont un peu sur le toit à main. Le toit à mont. Oui, il y a le toit à mont. Ils ont le magot. C'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose. Non, ils n'ont pas grand-chose. Et ils ont deux bouts de plaine, la plaine de Coulonges et la plaine d'Assel et Jumeaux. Hervaux. Après, il y a suffisamment de dynamique territoriale et d'outils. Ça va être comment ils soutiennent des démarches innovantes pour préserver le bocage et soutenir les éleveurs. En l'occurrence, je ne sais pas si certains connaissent le pâturage tournant. Une des coopératives bovines du territoire, enfin je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais j'en connais qu'une, part du principe où une prairie peut produire du foin et peut être optimisée pour produire plus de foin et éviter que ce soit reconverti en champ de maïs. En coûtant moins d'argent à l'agriculteur, parce qu'il n'a pas de passage de tracteur à acheter, de carburant à mettre, il n'a pas d'amendement à faire, il ne doit pas récolter le truc, l'emballer, le mettre sous cellophane, voilà. Et du coup, ils se disent, ce qui est important, contrairement à ce qu'on a dit aux agriculteurs pendant des décennies, ce qui n'est pas important pour un agriculteur, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est le salaire. Parce que globalement, il y a des banques qui leur ont toujours dit, il faut investir, quitte à vous endetter sur des générations, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. L'autre solution, c'est aussi de moins dépenser et d'optimiser les ventes. Les circuits courts, ça y contribue notamment. Et quelque chose qui a été inventé par les Français, c'est l'INRA dans les années, je sais plus, 50, c'est le fait qu'on peut faire du pâturage intensif sur des prairies. Donc en fait, une prairie, par exemple, de 4 hectares, on la sépare en 4 paddocks d'1 hectare, et au lieu de mettre sur 4 hectares, 15 vaches sur 3 mois, ben on met 30 vaches sur un paddock d'1 hectare, et on les fait tourner tous les 2, 3, 4 jours, selon la pousse de l'herbe. Et en fait, ça produit une valeur fourragère, pas équivalente à du maïs en silage, mais qui s'approche beaucoup plus du maïs en silage. Et sans faire de dépenses pour l'agriculteur,
en restant sur un même secteur et on crée une résilience pour les éleveurs et pour le bocage pour conserver cet élevage-là. Après, c'est peut-être pas l'outil magique, mais c'est un des outils forts qui peut permettre, par exemple, d'aider les éleveurs à sauver leur bocage en Gâtine, parce que les éleveurs y tiennent à leur bocage. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'outils pour les aider, pour le préserver. En Gâtine, on a aussi perdu les indemnités compensatoires. C'est un vrai désastre pour les éleveurs aussi. C'est un peu une partie. Il y avait en France, il existe un système, l'indemnité compensatoire pour handicap naturel. Typiquement, le Marais Poitevin, forcément, grande zone inondable, etc., ça se justifie, mais des zones à faible rendement, comme des terres pauvres, comme la Gâtine, il y avait droit. Ça a été refait avec un principe de formule et calcul que même l'administration n'est pas capable d'expliquer. Et beaucoup de territoires ont été retirés des zones où les agriculteurs peuvent bénéficier de cette aide. Et ça a beaucoup pénalisé les éleveurs, et notamment en zone d'élevage. Ça, c'est un vrai recul. Ça montre aussi que les systèmes ne sont pas si résilients que ça. Donc voilà, sur l'outil PNR, c'est un vrai outil de développement territorial et paysager. Je m'en fasse plus que de protection de la nature, ce n'est pas un outil de protection de la nature en tant que tel. C'est vraiment un outil pour le terroir presque. C'est un croisement de toutes les approches, urbain, paysage, pédagogie, agriculture, etc. Donc c'est intéressant parce que tout est entremêlé. Et ça crée des projets de territoire, donc potentiellement quelque chose qui peut, s'il y a une dynamique territoriale forte, être intéressante. Et la loi de 2016 a renforcé les ambitions biodiversité de l'outil PNR. C'est pas, ça n'en fait pas une réserve naturelle, mais ça aide quand même un peu. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand tu dis ça? J'ai pas regardé les textes de loi. J'y regarderai quand le parc de Gâtine-Poitevin travaillera sur sa charte. Donc voilà, tout va reposer, c'est un outil porté par une collectivité locale avec toutes les communes. Donc tout repose sur la volonté politique locale. En sachant que les communes peuvent partir. Oui. Au bout de 12 ans, Oui. peuvent Peuvent se retirer. Au cœur de l'événement. D'accord. Ouais, non, ça peut arriver. Donc il n'y a pas de pouvoir réglementaire. Toujours un risque, après, il faut aussi que les collectivités portent, enfin c'est ce qui se fait avec la décentralisation, portent davantage les choses, mais il y a toujours des risques de compromis, et c'est difficile pour un technicien de collectivité de résister à une pression d'un élu où le technicien applique le texte de loi et lui dit bah, tu ne peux pas construire ta zone pavillonnaire là, par exemple. Je pense que ça va être un exercice qui est assez périlleux. Et pourquoi le PNR, le Marais Poitevin, alors pourquoi lui, il n'est pas, par exemple, a été classé parc national, comme on vient de le classer dans... Il y en a un qui vient d'être classé là, en Haute-Marne. Oui, au parc national. Parc D'accord. national. Pourquoi il n'est pas classé il n'aurait pas pu être classé à un niveau supérieur, quoi, en fait, au lieu d'être PNR, quoi. Oui. Après, un parc national, c'est pas un outil que je connais beaucoup, parce que j'ai jamais été dans les secteurs où il y en avait, mais c'est... un parc national, c'est presque une réserve naturelle, donc c'est très réglementé. Oui. Ça réglemente tout, mais en même temps, quand on voit toute la couche des outils réglementaires qui existent sur le Marais Poitevin, ça ne pourrait pas couvrir tout le territoire du PNR. Typiquement, les grands marais desséchés du golfe des Pictons en Vendée, on ne pourrait pas les mettre dans un PNN, donc on exclurait une partie du territoire. Typiquement, la zone du parc naturel régional est plus large que la zone du Natura 2000, puisqu'ils ont pris en compte les effets bordure, avec l'engagement des communes, voire un effet d'entraînement des communes périphériques. Une autre limite sur la Gâtine-Poitevin, c'est que le territoire actuellement, ça fait beaucoup jaser en interne, le territoire actuellement a été défini en fonction des communautés de communes qui adhèrent au pays de Gâtine. Donc globalement, les grands patchs, Coulonges-sur-Lotis, Chandonnier, Partenay, Hervaux, et ça va jusqu'à Val. Et historiquement, le Mont-Coutantais faisait partie du pays de Gâtine. Et le Mont-Coutantais, c'est un bout de la Gâtine. Oui, il y a encore plusieurs communes qui Montcoutan, sont... Lapsy, et on pourrait presque pousser sur le Bressuret, mais si un PNR est un outil de terroir, socialement, et d'ailleurs dans l'Atlas des paysages du Conservatoire d'espaces naturels, ces deux entités paysagères distinctes, c'est pas les mêmes terroirs. Le bocage et la Gâtine, c'est pas les mêmes mentalités. C'est pas, je ne fais pas de procès d'intention ou autre. C'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes dynamiques. Donc c'est pas tout à fait logique d'aller les avoir tous les deux ensemble. Mais est-ce qu'on aurait pu par exemple déborder un peu sur la Vienne? Est-ce qu'on aurait pu déborder un peu sur la Vendée?
Parce que ça aurait été quand même aussi une... Enfin, Mais ça a créé le parc du Marais Poitevin entre 2 régions et 3 départements, il s'amuse. oui, Donc il s'arrête souvent aux limites administratives. une question. Le PNR, tel qu'il est fixé sur la Gâtine, est-ce qu'il peut, dans 12 ans, par exemple, dire, bon ben, on va prendre un petit peu de la Vendée, un petit peu de la Vienne, est-ce que tu penses qu'on peut si des communes peuvent adhérer? C'est une question. Des communes Je sais périphériques, qu'elles peuvent partir, mais des est-ce communes que- périphériques au Oui. Pays de Gâtine, des Deux-Sèvres, je pense qu'elles pourraient s'y intégrer, Oui. notamment dans le Mont-Coutantais. Hors département, je pense que ce sera compliqué. Le Pays de Gâtine aura certainement, la logique voudra qu'ils assoient déjà leur projet sur ces 80 communes avant d'aller trop, enfin, qui trop embrassent mal les trains. Donc déjà faire leurs preuves sur le territoire des 86 communes. Il en manque le bout de Mont-Coutantais qui fait partie de la Gâtine, mais il récupère l'Hervaudet. Et je ne sais pas si vous traînez un peu sur Hervaux, mais ça ressemble pas beaucoup au bocage de la Gâtine. On est plutôt sur les débuts des plaines du Toircet. Après, il y a un petit bout de bocage sur le sud-ouest, et il y a des secteurs très intéressants comme la vallée du Gâteau, le cirque de Senaille, qui est intéressant que ça se retrouve dans un PNR, mais en termes d'entité paysagère et culturelle, on est sur des choses distinctes. On contribue à ce projet de PNR de Gâtine-Poitevin via des inventaires. On essaye de mettre en place un plan d'action pour la biodiversité. Et il s'était doté d'un document d'urbanisme sur lequel on avait beaucoup critiqué avec le groupe Ornito pour leur trame verte et bleue. Et du coup, ça permet de travailler à la révision de cette trame verte et bleue. Le bocage des Antonins sert d'appui aussi. Oui, parce qu'on pourrait créer peut-être plusieurs bocages au sein de ce PNR. Ok. Enfin, plusieurs entités. Mais c'est peut-être ce que paraît... Après, s'ils construisent un plan d'action, ils peuvent zoner les actions selon certains territoires. À l'échelle de la Gâtine-Poitevin, il y a des secteurs bocagers particulièrement denses, qu'on appelle des réservoirs bocagers, sur lesquels il y aura peut-être des actions différentes à mettre en place que les bocages dégradés du secteur de Coulonges, par exemple, ou des bocages intermédiaires. Ouais. Et il y a un moment, il faut qu'on trouve des leviers financiers aussi pour soutenir techniquement ou financièrement ceux qui ont toujours su préserver. Parce que les financements, ils arrivent toujours plutôt à ceux qui restaurent. Et ceux qui ont toujours su préserver, c'est toujours ceux qui ne touchent rien, en général. C'est la logique des collectivités. Hein. De l'argent pour de l'investissement, mais pas pour le fonctionnement. On retrouve ça aussi dans le domaine agricole. Je vais essayer d'accélérer un peu, parce que je vois le temps qui passe et je savais que je serais bavard. Après, les espaces naturels sensibles. C'est une politique départementale, même si ça a été oublié par certains. En 1994 a été créé le premier ENS du département, c'est la vallée du Pressoir, la fameuse cascade de Mosée-Toircet, Saint-Radegonde. Ça a permis par exemple d'éviter que les landes de l'hôpital soient boisées, puisque la commune avait un communal, 18 hectares, 300 mares, donc on ne peut rien en faire, historiquement mis en pâturage collectif pour les chèvres des gens de la commune. Et la commune voulait le valoriser parce qu'il n'y avait plus de pâturage collectif qu'Afrin, a demandé au département de le boiser. Il y avait le début de la politique ENS, un technicien a saisi le dossier au bon, a été voir le site, il a dit mais c'est exceptionnel. Et de ça est née la préservation des landes de l'hôpital, qui est un site majeur en termes de biodiversité en Deux-Sèvres. La phrase n'est pas tout à fait juste. Permis le boisement. Par exemple, d'éviter le boisement. Ouais. C'est d'éviter. Ouais. Il y a des choses qui me viennent tellement naturellement, c'est compliqué de tout traduire. Donc on a 16 sites, 3 sites gérés par le département, le lac du Cébron. L'IFCAM, donc c'est l'Institut de formation de cinéma animalier à la Grimaudière à Coutières. Oui. Et le bois de Bousseau, donc c'est à la Fois-Mongeau, un petit bout de la forêt de Chizé. Là, comme du Toircet a été le principal acteur qui a créé des ENS, la vallée du Pressoir, et puis après le coteau des Petits Sablons. Donc ça, c'est une pelouse sèche qui est en face des écuries du château de Thouars. Les prairies du Châtelier, donc c'est la zone humide du centre équestre de Thouars. Et les éboulis de Massec, qui est un site de trial. Donc vous voyez, en termes de typologie de milieu, on a des SNIEF qui sont des sites crènes, et c'est des postes électriques. On a des anciennes carrières qui sont des sites naturels majeurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la nature elle nous réserve toujours des surprises. Il y a aussi le travail, hein, concrètement, le club de trial de Massey était intéressé pour continuer à utiliser, c'est un éperon rocheux, hein, quand on passe dans Massey, il y a une espèce de pic là, forcément c'est un super site de trial. Et le technicien de Rivière-du-Coin, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de médiation, qui sait écouter, construire, etc.,
a réussi à travailler avec eux pour concilier la pratique de trial et la conservation du patrimoine naturel. Le site, en trial, il est utilisé depuis 20 ans. On a fait le diagnostic du site l'an passé. Et clairement, le site est en très bon état. Donc, on peut aménager, concilier des usages sur un même site si on s'écoute et si on sait faire des compromis de part et d'autre aussi. Parce que concrètement, s'il n'y avait pas la pratique de trial sur cet éperon rocheux, ce serait devenu un bois. Il participe au débroussaillage du site pour que le site reste ouvert. Donc en fait, c'est un équilibre, c'est un gagnant-gagnant. Le conservatoire d'espaces naturels, on a créé un certain nombre, la côte Belay à Pamprou, autour des anciennes, des vignes de Pamprou, j'allais dire des anciennes. Donc les Landes de l'Hôpital, les carrières de Mollet à Tenzay, qui est un site géologique, le marais de Saint-Georges de Rex-à-Muret dans le marais, et le coteau d'Availle-Tourcet. L'aglo de B, donc dans le Bressuiret, le clos de l'oncle Georges, qui est... c'est un joli nom. C'est un notable qui avait un parc avec des cervidés de collection, qui l'a légué à la commune à son décès. Et ils ont gardé l'histoire du site. Donc il y a la passerelle Audin sur le site. Et ils ont fait un aménagement pédagogique et artistique qui est vraiment génial. Et c'est l'ENS qui est pris en exemple à l'échelle départementale, toujours. C'est toujours le même technicien, c'est le même que celui qui a fait le trial. Voilà. Ouais, c'est Argenton. Vraiment, la vallée de l'Argenton, il y a plein de petites choses à aller voir. Elle est vraiment magnifique. C'est la principale vallée à castor du département. Il y a de la loutre. Il y a un club de canoë pêche nature qui fait des affûts photos de loutre et il a filmé des scènes de loutre d'une femelle loutre en train de jouer avec ses deux loutrons sur une chaussée de moulins. C'est génial. Je crois que ces vidéos sont sur YouTube, hein, si vous tapez loutre. Mais quand ils ont commencé à faire des affûts photos, ils savaient que la loutre marquait, parce que pour trouver de la loutre sur un territoire, il faut chercher ses crottes. Il faut savoir qu'elles sont de bon. Et du coup, ils avaient fait l'affût, et puis la première nuit, le détecteur a capté quelque chose, il regarde l'image, tout curieux et tout. Il a une épreinte fraîche. Il regarde la vidéo, il n'y a pas de loutre. Il regarde une deuxième fois, et il voit la petite fumée. Et en fait, la loutre était juste en dessous en train de faire son épreinte, et il n'avait pas filmé la loutre. Donc il a réorienté l'objectif pour avoir la loutre en train de démouler son épreinte. Un site aussi original, on a le château de Sanzay, qui est le hotspot, un des hotspots culturels du secteur, hein, la colporteuse. Et en fait, dans les douves du château, on a beaucoup d'amphibiens, notamment le triton crété, qui présente une très belle population. À Moléon, on a une des zones humides du secteur, la Corbelière. Un rocher emblématique du secteur, le rocher de Pirôme. Et sur le Saint-Mexantais, on a la carrière de Ricou, à Azel-Brûlé, gérée par Sylvain Ollier, qui est bien connu dans le réseau. Globalement, voilà, c'est un outil qui est à disposition des collectivités, avec des moyens financiers, qui peut fonctionner en réseau. Donc, du coup, il y a des bornes sites, enfin, il y a une émulation, et il y a une visibilité qui est donnée au niveau départemental. Il y a une obligation de gouvernance, c'est important. On s'est battu pendant des décennies dans les associations pour avoir droit à la gouvernance. Bon, maintenant, des fois, on a du mal à fournir, mais c'est important, et quand il y a des bénévoles locaux qui suivent les sites, ils sont présents dans ces gouvernances et ça crée des échanges très intéressants. Et ça s'appuie sur un schéma départemental, donc il y a une stratégie. Les inconvénients, c'est que c'est un outil en veille actuellement par le département. J'enquiquine régulièrement le président du département à ce sujet-là. Je ne suis pas le seul, parce que les collectivités qui veulent des ENS l'enquiquinent également. Il y a des demandes de communes en stand-by. Concrètement, à la Crèche, le Beugnon est fort, et il y en a au moins plusieurs autres sites qui mériteraient. Et la principale limite presque aussi, c'est que on connaît des communes qui ont classé en ENS leurs terrains communaux, qui ont une richesse biologique, mais ils ne l'ont jamais géré, parce qu'ils n'ont pas réussi à se donner les moyens au niveau, enfin, avec les agents espaces verts ou cantonniers, d'intervenir sur le secteur, et du coup ça nous a agacés, et on a remplacé la commune et le gestionnaire pour faire des chantiers participatifs sur un site, parce que le site était en dégradation. Les perspectives, donc 3 sites en attente. Le communal de Fort, le communal des Vieilles Rivières, une belle zone humide de 35 hectares avec des alignements de têtards magnifiques, qui a toujours été préservé. C'est le seul communal qui a toujours été conservé en très bon état du sud de Sèvres, parce qu'il y a les Landes de l'Hôpital.
Les sources du Tout-Aubignon, qui a été restaurée en supprimant l'étang pour relaisser place aux sources, et la zone humide de Ruffini-Candé à la crèche. Et d'autres certainement pourraient émerger, notamment les sources de la Sèvre niortaise à Sevray. La vallée du Puy d'Enfer sont des sites qui présentent tous les atouts et tous les intérêts d'un ENS. Donc sur le site du département, il y a toutes les plaquettes pour aller voir les ENS. Normalement, il y a une obligation d'ouverture, donc vous pouvez tous les visiter.